Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Dans le cadre du podcast Women on Board, on reçoit des femmes et des hommes qui parlent de leur expérience dans le fait de promouvoir l'égalité, notamment dans les boards ou même dans les COMEX. Aujourd'hui, mon invité est senior manager avec plus de 25 ans d'expérience dans la transformation digitale RGPD, organisationnelle et managériale. En tant que CEO de PGT Group, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation numérique, le cloud, l'agilité, ainsi que des domaines innovants comme l'IoT, 5G, 6G, la cybersécurité, l'IA et les smart cities, elle dirige une équipe d'experts qui accompagnent les entreprises dans leurs projets stratégiques et technologiques. PGT Group se distingue également par son expertise en BIM et en gestion de projets complexes. Passionnée par les technologies émergentes et l'intelligence artificielle, elle excelle dans la mise en œuvre de stratégies novatrices et l'animation d'équipes pluridisciplinaires. Durant ses 15 ans, en tant que DSI, elle a dirigé des équipes de plus de 500 collaborateurs et instauré des pratiques d'agilité et de DevOps au sein des entreprises qu'elle a accompagnées. J'ai le très grand honneur de recevoir Siam Alali. Siam, bonjour. Bonjour. Alors Siam, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et en particulier déjà d'être d'une certaine difficulté de pouvoir être dans un endroit où on attend moins les femmes, à savoir tout ce qui va toucher la tech, tout ce qui va être lié à l'IA par exemple, et puis votre première expérience dans un board. Alors du coup, moi j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant que développeuse chez Canal+. J'ai évolué dans cette carrière professionnelle, donc du coup, j'ai été architecte, tech lead, chef de projet, responsable d'études, jusqu'à être directrice informatique, où j'ai pu scaler de nombreuses équipes tech. Et je vous avouerai qu'avant 2020, je ne savais pas que j'étais une femme dans la tech. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été très méticuleuse et avec cette rigueur attendue au travail. Donc, j'ai pas vraiment fait attention si j'étais une femme parmi un monde d'hommes. J'ai travaillé et j'ai évolué dans ce monde d'hommes naturellement. Et donc, à un moment donné, en 2020, c'est vrai que quand on a eu cette difficulté avec le Covid, on a eu plus de personnes qui se sont rapprochées en faisant des visios, des thématiques, etc. Et c'est là qu'après, j'ai commencé à comprendre la difficulté de la femme dans le monde de la tech et le fait d'avoir peu de présence de femmes dans la tech. Alors en fait, si je comprends bien, avant 2020, vous étiez salarié et c'est quand tout d'un coup vous avez accepté l'indépendance, d'une certaine manière, où vous avez réalisé que vous étiez une femme dans la tech. Exactement. En quoi est-ce que le fait d'être indépendant est difficile, en particulier pour une femme dans la tech ? Bien... Du coup, je dirais qu'on se retrouve... Alors moi, j'ai toujours été salariée, donc c'est vrai que c'était compliqué. Du jour au lendemain, j'ai décidé de créer ma société en 2021-2022. Et on se retrouve de l'autre côté du bord. Donc finalement, là où on a plutôt un rôle de dirigeante, un positionnement haute, parce qu'aussi on a un rôle sur toute la partie marketing, commercial, qu'on ne faisait pas forcément, parce que moi, j'étais vraiment axée sur la tech, même si forcément, j'avais mes équipes financières, commerciales, market avec qui je travaillais dans les nombreuses entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler. Mais quand on est de l'autre côté, du coup, il y a une exigence qui est attendue. Et quand on est une femme dans ce monde-là, et bien du coup, le champ des possibles se restreint parce qu'on se retrouve dans des écosystèmes où ça joue un peu des coudes. Et c'est vrai que moi, à l'époque, c'était pas trop cette tendance-là parce que j'étais salariée et qu'il fallait faire fonctionner ce service informatique. Il fallait avoir cette excellence attendue pour le service informatique. Mais là, on est dans un autre domaine. J'ouvre ma société, j'arrive dans un écosystème où il y a déjà énormément de cabinets de conseil. Donc, il faut se distinguer des autres et il faut avoir cette expertise pour pouvoir exceller dans ce monde-là.
Quand est-ce que vous avez compris qu'on vous prenait au sérieux? C'était quoi le point de bascule? Est-ce que c'est un client qui vous a fait confiance, qui tout d'un coup vous a permis d'avoir beaucoup de clients? Est-ce qu'au contraire, il y a eu une certaine reconnaissance? Alors, moi, je dirais qu'on m'a prise au sérieux quand j'ai décidé de ne plus travailler en France, déjà premièrement, en tant que femme. J'ai travaillé en tant que directrice informatique dans une entreprise qui était anglophone. Et l'état d'esprit est complètement différent, forcément. Et là, du coup, j'étais pas considérée comme une femme. Donc, du coup, il n'a pas fallu, dans ma carrière professionnelle, jouer des coudes pour arriver à décrocher ces titres-là, ou bien, travailler beaucoup plus, hein, parce que même si j'étais une femme dans un monde d'hommes, il a fallu quand même que je donne davantage par rapport à mes équipes pour pouvoir accéder à ces postes à responsabilité. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler dans une autre entreprise à l'international, là, du coup, les états d'esprit étaient différents. Donc, j'avais ma légitimité parce que je venais d'un parcours ingénieur, tech, etc. et que j'avais pu grandir dans cet écosystème. Donc là, après, j'étais dans ce COMEX et j'ai pu avoir ma légitimité, ma place, la prise de décision, mon droit d'exercer justement ce droit de vote dans un COMEX et de dire ma valeur, en tout cas ma voix porte aujourd'hui. Mais c'était vraiment dans les entreprises à l'international, beaucoup plus que les entreprises françaises. À l'international. Alors, bien sûr, les fonctions de dirigeance qu'on peut avoir dans un cadre de salarié, être par exemple manager d'une petite équipe, c'est pas du tout la même chose que d'appliquer justement la dirigeance lorsque c'est sa propre boîte. Est-ce qu'il y a eu un moment, on a compris que il vous a fallu quand même 1 ou 2 ans pour lancer votre entreprise. Est-ce que vous vous êtes formé? Qu'est-ce que vous avez pu travailler comme soft skills pour essayer de faire la bascule? Disons qu'en fait, moi, je suis une femme dans la tech, donc il a fallu que je comprenne, par rapport à mon cabinet, quand je l'ai ouvert, j'ai suffisamment d'expertise aujourd'hui pour pouvoir exceller dans ce cabinet. Sur la partie tech, c'était une évidence pour moi, il n'y avait pas du tout de difficulté. De l'autre côté, en fait, on est dans un écosystème dans lequel on joue le commercial, même si mon équipe, même si j'ai pas mal de personnes qui m'entourent et grâce à elles, aujourd'hui, on avance et on grandit très vite. Mais pour autant, il a fallu que je comprenne cet écosystème dans lequel j'étais. C'est-à-dire que le rôle d'un commercial, le rôle d'un patron n'est pas du tout pareil que quand on est salarié. Et donc, cette légitimité, disons que pour moi, dans mon entreprise, il n'y a pas du tout de difficulté parce qu'elle est présente, parce que les personnes savent que je maîtrise complètement ma copie sur toutes les strates de cette entreprise. Mais pour autant, de l'autre côté, il a fallu jouer des coudes en fait, avec d'autres entreprises qui sont beaucoup plus conséquentes que moi, des entreprises du CAC 40, pour pas les citer, du Capgemini, du Sopra, etc., dans lequel c'est des grosses entreprises, des grosses équipes. Et moi, qui suis une petite entreprise qui arrive, mais qui est tout à fait, c'est ma légitimité, parce que je connais tellement bien ce secteur que pour moi, il n'y a pas du tout de difficulté à pouvoir faire grossir mon entreprise. Donc du coup, la seule difficulté qu'il y avait, c'est que je pense que moi-même, je me suis mis finalement ses propres pieds en me disant, il fallait quand même que je me forme en étant commerciale. Et donc, j'ai pris des formations, mais vraiment très spécifiques pour pouvoir savoir négocier correctement mes contrats. Sur la partie juridique, même si je la maîtrisais très très bien, j'ai voulu quand même avoir plus de soft skills sur cette partie-là. Et donc, du coup, je me suis fait accompagner pendant 1 an, mais vraiment par mon propre choix, parce que mon réseau me disait que je maîtrisais complètement ces différents paramètres. Mais j'avais besoin de me rassurer, de me dire, j'ai besoin d'avoir ces soft skills supplémentaires. Est-ce que vous diriez qu'en fait, vous êtes passé du syndrome de la bonne élève, lorsque vous étiez salarié, de bien faire, à quelque chose qui serait plus d'oser parler de soi? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de femmes qui, lorsqu'il s'agit d'essayer de demander des promotions ou essayer de parler d'elles-mêmes d'un point de vue amélioratif, ont plus de mal. Ah mais complètement. Mon caractère a complètement changé en étant entrepreneuse et salariée. Disons qu'en étant entrepreneuse, aujourd'hui, j'ose et je n'ai aucune limite dans ce que je m'impose. Aujourd'hui, si je veux rencontrer une personne, je fais tout pour la rencontrer. Quand j'étais salariée, c'était pas pareil en fait. On est salarié, on est dans une entreprise, on a une communication à passer, il y a un paraître aussi, il y a un positionnement, il y a une hiérarchie, donc on n'a pas la possibilité de tout faire. Et depuis que je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse dans mon entreprise,
comme je dis aux personnes, en fait, je vis ma seconde vie parce que j'adore cette nouvelle vie. Je suis complètement épanouie dans mon nouveau job. J'adore accompagner mes collaborateurs. J'adore travailler en équipe. En fait, je suis passée d'un mode directrice avec une grosse équipe, mais je suis repassée d'un mode entrepreneuse, dirigeante, avec aussi une grosse équipe, beaucoup moins que ce que j'avais précédemment, mais qui fait qu'aujourd'hui, je suis complètement épanouie parce que j'ai pas du tout de frein. C'est moi qui ai appris de mes 25 ans de carrière professionnelle dans la tech, de toutes les choses qui m'ont fait du mal dans cette expérience, et pour pas reproduire la même chose et justement faire grandir cette nouvelle génération. Et c'est ce que je dis à tous ces nouveaux jeunes qui entreprennent, qui ont des startups, c'est de leur donner en fait cette force, cette envie de pouvoir gravir tous les différents monts et de dire même si c'est difficile, de ne jamais lâcher, parce que finalement, face à ces difficultés que vous allez rencontrer dans votre vie, vous faites qu'apprendre en fait. Même si des fois c'est compliqué, que la porte elle se referme, en fait elle se referme pour une raison bien particulière, et au final après vous apprenez de vos erreurs et puis vous grandissez. Donc vraiment je suis épanouie dans mon nouveau statut aujourd'hui. Alors je vous avais dit que vous faites partie de votre propre COMEX, ce qui est parfaitement normal. Donc là on est sur la dirigeance, vous devez sans doute faire partie aussi de votre board, le conseil d'administration. Comment faites-vous la différence? Et comment est-ce que vous avez appris en fait à vous comporter différemment lorsqu'il s'agit de dirigeance et quand il s'agit de gouvernance? Alors, en tant que dirigeante dans mon COMEX, j'ai une vision bien précise de ce que je veux mettre en place dans mon entreprise, etc. Et en ayant un board, je trouve que c'est très intéressant parce que ce board vous donne une vision que moi, j'ai pas forcément en tant que nouvelle entrepreneuse finalement. Les personnes qui constituent mon board, c'est des gens qui sont aguerris, qui travaillent sur cet écosystème depuis très longtemps et donc du coup qui m'aident. La difficulté que moi j'ai eue dans mon entreprise, c'est que je suis seule, je ne suis pas du tout associée, et qu'à chaque fois que je venais voir un groupe d'entrepreneurs dans lequel l'idée c'était d'avoir des coachs, des mentors, etc. pour pouvoir grandir dans mon état d'esprit, on me disait souvent « Mais Siam, pourquoi tu ne prends pas un associé ?» Et en fait, pourquoi j'en prendrais en fait ? Pourquoi je dois m'imposer un associé ? Un associé, qu'est-ce qu'un associé m'apporte ? Donc là, aujourd'hui, j'estime qu'en étant seule dans cette entreprise et de la gérer à 300%, j'ai pas de difficulté à continuer à la gérer. Bien évidemment, il manque certainement certains skills et donc c'est toujours intéressant d'avoir un confrère pour pouvoir partager ses expériences. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin d'un associé. Et c'est la difficulté que je rencontre dans mon réseau aujourd'hui, c'est que tout le monde me dit, si tu veux grossir de manière significative, il te faut un associé. Mais c'est ce que vous apporte le board, finalement, ce regard extérieur. Exactement. Qui va être c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un board, parce que ce board-là, c'est ce regard extérieur que j'attendais et qui me permet de finalement avoir cette autocritique et de pouvoir me faire moi évoluer en tant que dirigeante. Alors le podcast Women on Board permet de pouvoir entendre différents témoignages d'hommes ou de femmes sur comment aider les femmes à pouvoir être plus présentes dans les boards, plus de parité. C'est très intéressant qu'on sache un peu l'envers du décor, à savoir comment vous choisissez les membres de votre board. Mon board actuel, c'est un board mixte. J'avais besoin d'avoir des hommes autant que des femmes parce que il y a une attente de mon côté que je voulais. Donc, il y a des hommes et des femmes qui interagissent dans ce board sur plusieurs aspects. Il y a des gens qui sont spécialisés par exemple sur la partie RSE, où moi je l'étais un peu moins à l'époque. Enfin, j'avais les bases, je pense. Mais donc, du coup, j'avais besoin aussi que mon entreprise soit sur cette partie-là. D'autres personnes qui vont être sur la partie green tech, qui est quand même un sujet, un phare aujourd'hui dans la tech. Et d'autres personnes qui vont vraiment avoir un mindset purement commercial que je recherchais. Mais je voulais pas avoir un board uniquement commercial. Je voulais avoir des personnes qui puissent m'aider sur d'autres écosystèmes pour essayer de faire évoluer aussi l'entreprise et puis les objectifs de l'entreprise qu'on pourrait fixer dans un COMEX. Donc, on va dire qu'il y a des préoccupations de complément d'expertise. Exactement. Qui sont recherchées. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sur le profit. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que stratégiquement je vais ajouter cette personne par rapport à ce qu'elle peut m'apporter en termes de réseau, en termes de contact aussi peut-être. Est-ce que vous avez aussi des membres de votre board qui sont extrêmement éloignés de la tech? Ah oui, complètement. Un œil neuf.
Ah oui, complètement. C'est justement ce qu'on a fait. Moi, j'ai pas du tout voulu avoir des personnes qui sont dans la tech, parce que l'idée, c'est justement d'avoir cette prise de hauteur nécessaire de personnes qui viennent m'aider dans mon business et qui viennent prendre cette prise de hauteur que je n'ai pas moi forcément, parce que comme je suis dans cet environnement de tech, eh bien du coup d'avoir un écosystème autre, ça me permet vraiment moi de grandir sur cette partie-là. Et donc, c'est grâce à ce type de personnage que vous pouvez après, aujourd'hui, prétendre à grossir, à pouvoir racheter d'autres entreprises, à pouvoir peut-être imaginer être avalé par un grand groupe, ou peut-être avoir un associé, si le cas échéant, j'en avais besoin. Mais en tout cas, c'est des personnes qui vous aident vraiment dans votre stratégie. Et vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de personnes qui seraient là complètement différents de la tech. Alors, vous n'avez pas besoin de donner de nom, mais au moins la spécialité, qu'on puisse savoir là où vous avez cherché. J'ai une personne qui travaille dans tout ce qui est aéroportuaire, et une autre personne qui travaille dans tout ce qui est NASA, spatial, etc. Parce que du coup, c'est des personnes qui ont encore un autre état d'esprit sur le business, et du coup c'est des niches que moi j'ai pas forcément, et c'est des niches dans lesquelles vous savez très bien les budgets sont extrêmement élevés. C'est surtout si vous achetez, vous faites partie justement de ces AO et que vous remportez ces AO, et bien du coup c'est un autre état d'esprit. Par exemple, le cabinet de conseil dans lequel je suis, ça peut être des marchés entre 300 000 à 5 millions. Bien eux, ça va être des marchés beaucoup plus conséquents, ils vont déjà être sur du 50 millions, et donc du coup l'approche commerciale est complètement différente chez eux que chez moi en fait. Et donc du coup, ça me permet vraiment de m'éveiller et de pouvoir grandir rapidement grâce à ce type de board. Lorsque vous recrutez un membre de votre board, est-ce que c'est vous qui l'avez repéré? Est-ce qu'on vous en a parlé? Est-ce que c'est de la cooptation? Est-ce que vous faites passer un entretien? Comment ça se passe? Alors du coup, pour le board, pas du tout. J'ai pas pu chercher parce que les quelques personnes que je connaissais forcément étaient déjà dans les boards. En plus, dans les boards, vous avez des personnes qui sont payées, pas des personnes qui sont pas payées, etc. Donc, vous rémunérez toutes les personnes de votre board? Non. D'accord. Non, il n'y en a que 2 qui sont rémunérées. Du coup, et parce que les personnes qui sont venues ne m'ont pas demandé particulièrement, et parce qu'elles étaient contentes de faire partie de mon board, donc j'étais aussi fière de les avoir. En fait, ce que je fais, c'est que je regarde généralement les différents profils que mon réseau me donne, et ensuite après je vais rechercher de mon côté. Généralement je fais toujours un entretien avec la personne pour dire déjà qui je suis, et dans cet entretien moi j'indique tout le temps mes faiblesses, donc je sais quels sont mes atouts, mais je connais aussi mes faiblesses, et donc du coup je dis moi j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider sur tel et tel sujet, etc. Et sinon dans ce cas-là j'ai besoin d'être challengée, donc j'ai besoin qu'on réfute mes propos pour pouvoir me challenger sur telle et telle chose, etc. Et c'est ce qui se passe généralement. Il y a des personnes dans lesquelles, bon voilà, au premier match, ça a pas matché, donc voilà, c'était pas évident. Et puis d'autres où tout de suite, en fait, c'était natif, on s'est tout de suite compris. Ces personnes-là ont compris mes difficultés, mais tout de suite, en me disant, mais attends, je vais te faire gagner 5 ans, parce que moi, je suis déjà passée par là, mais voilà comment il faut faire. Et c'est ce que j'ai apprécié dans les boards, parce que moi le mien je le changerais pour rien au monde, parce qu'ils m'apprennent vraiment. Alors forcément on se voit pas beaucoup, c'est des réunions tous les 2 mois, et du coup j'ai vraiment hâte quand je les retrouve de pouvoir échanger avec eux. La difficulté qu'il y a, c'est que on est vraiment dans un rythme assez dense au travail, et qui fait que je prends vraiment du temps pour pouvoir me poser avec eux et pour pouvoir réfléchir sur la stratégie. Donc en amont, moi j'ai déjà un travail que je fais déjà sur moi, avec les 2 mois passés, ce que j'ai pu effectuer, etc. Et après je leur donne la liste justement de mes exigences ou de mes aides, etc. pour qu'on puisse échanger en tout cas ensemble. Alors en plus de mener ce train de vie frénétique au travers de cette entreprise, vous êtes également à la tête d'un réseau qui s'appelle Women of Influence, qui a pour but de mettre des femmes à très haut niveau en termes de dirigeance ensemble pour échanger. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Women of Influence ? En fait, Gila, la difficulté qu'il y avait dans Women of Influence, c'est que, comme je l'indiquais au début, j'étais salariée, j'étais une femme dans la tech. Et je me suis pas posé la question, dans tous les séminaires où j'allais, où il y avait tout le temps des hommes, etc. Je m'étais jamais posé la question, comment ça se fait qu'il y a que des hommes et pourquoi il y a pas de femmes ?
C'est bizarre hein, ce que je dis, hein, mais je ne m'étais pas posé la question parce que, bon, j'ai toujours vécu dans ce type de monde, donc je ne m'étais pas vraiment posé la question. En 2020, justement, quand beaucoup de femmes sont venues me chercher et qu'elles m'ont dit « Mais tu as quand même une carrière assez particulière. Enfin, tu sors, tu es développeuse, je suis directrice informatique. Waouh, tu es un rôle modèle. » Alors, je dis « Ah bon, rôle modèle, ça sort d'où? Ça veut dire quoi ?» Moi, je travaille. En fait, je ne suis pas vraiment un rôle modèle. Et en fait, j'ai compris qu'elles avaient une difficulté justement et qu'elles n'arrivaient pas à s'identifier à des personnes et qu'elles n'avaient pas des rôles modèles autour d'elles. Donc, on a créé un groupe qui s'appelait Women in Tech Rock dans lequel il n'y avait que des femmes dans la tech. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que moi qui étais au COMEX, j'avais une difficulté, c'est qu'autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de femmes au COMEX. Donc du coup, le COMEX dans lequel on était, on a changé, donc on a mis plus de mixité, etc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais dans cette entreprise-là, quand j'ai démarré, il n'y avait pas forcément beaucoup de femmes au COMEX. Et dans les autres entreprises, encore moins. Et donc, il y a une difficulté. C'est-à-dire que quand vous êtes dirigeante, dirigeante, directrice, en tout cas avec des postes à haute responsabilité, vos confrères à côté sont des hommes. Et si vous avez besoin d'avoir des rex ou des tips entre consoeurs, c'est difficile parce que vous n'avez pas forcément de femmes. Donc on a décidé de créer un réseau qui s'appelait Women of Influence, qui permettait justement de s'aider entre femmes. Et donc, on a travaillé sur plusieurs aspects. Le premier, qui était hyper important, c'est forcément d'avoir cette parité, cette mixité dans les COMEX. Donc, on est fiers parce que chez Women of Influence, on a positionné 37 femmes depuis 3 ans dans des postes à haute responsabilité. Donc, on est vraiment très contentes. Elles ont pris des postes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce réseau-là, il est encore mieux. C'est pas uniquement prendre des postes. C'est-à-dire qu'on s'est positionné sur avoir des hauts positionnements au niveau du COMEX. Mais pas que ça. Il y a aussi la partie salariée. Parce que, en fait, quand on est salarié et que ces femmes-là demandaient un salaire, elles n'avaient pas forcément un gros salaire. Je prends des exemples. Par exemple, moi, j'avais des femmes directrices informatiques qui touchaient 90K à l'époque. Et donc, moi, je leur ai dit non. Faut plus faire ça. Et elle m'a dit, mais je comprends pas, Siam. Je dis, écoute, ton positionnement aujourd'hui, ce poste-là, c'est tant. Et donc, elle me disait, mais j'arrive même pas à le dire. Donc, en fait, ce qu'on leur disait, c'est que, par exemple, de demander 200K. Donc, 200K, elle disait, mais je peux pas, en fait, je sors d'un 90K, comment tu veux que je demande à 200 ? Tu vaux 200, en fait. Non, mais je crois pas. Et donc, en fait, on a coaché toutes ces femmes-là pour qu'elles puissent prendre déjà premièrement les postes, mais deuxièmement, oser demander le salaire associé. Et ça a été compliqué parce que prendre le poste, on sait très bien que les femmes prennent le poste quand elles ont 80% des compétences pour pouvoir le prendre, versus un homme qui en a 40. Mmh. Et donc, du coup, déjà, c'était un challenge. Le deuxième challenge, c'était le salaire, parce que mine de rien, trouver ces postes-là, ok, d'accord, on les prend, mais le salaire, oser dire qu'on va tabler sur du 200K, et voire plus, parce que forcément, c'était plus aussi, c'était difficile pour elles. Donc, on les a coachées. Et aujourd'hui, on en est fiers parce que ce réseau, on a eu des témoignages, mais tellement puissants, tellement forts, de femmes qui étaient divorcées avec des enfants ou de femmes mariées, qu'importe, mais qui disaient « ma vie a changé depuis que je fais partie du réseau de Women parce que enfin, aujourd'hui, je peux prétendre à des postes à responsabilité et gagner mieux ma vie, oser gagner mieux ma vie. Mmh. Et ça, c'était exceptionnel. Et il y a un deuxième point, pour pas trop tarder sur Women, il y a un deuxième point qui était important, c'était la prise de confiance en soi. Mmh. Et donc, la confiance en soi, briser aussi les plafonds de verre, ça, c'était quelque chose qui était important. Et nous, moi, mon discours par rapport à ces femmes-là, c'est de dire, le plafond de verre, il faut pas qu'il existe. Ok, c'est difficile de prendre des postes à responsabilité. Ok, c'est difficile d'accéder à ces postes-là. Mais si dans ta tête, tu as tout de suite un plafond de verre, tu t'imposes toi-même tes propres limites. Donc oui, bien évidemment, c'est difficile d'être en entreprise, de pouvoir grandir en entreprise et de pouvoir se prendre ce poste-là. Peut-être. Mais dans ce cas-là, quitte l'entreprise et va voir une autre entreprise et tu auras le poste. Mmh. Donc voilà, il y avait ces choses-là. Et la dernière, c'était aussi de se dire, pour faire en sorte que ces femmes prennent des postes à haute responsabilité, il faut qu'elles soient visibles. Et dans le réseau de Women, on a créé un gros groupe assez conséquent de femmes speakeuses, modératrices à l'international. Donc aujourd'hui, on a signé beaucoup de partenariats avec plein d'événements à l'international et qui permet de les mettre en avant. Donc toutes ces femmes sont expertes quand même dans leur domaine. Et donc du coup, l'idée, c'était de porter cette voix-là en France et à l'international. Et donc, on a signé énormément de partenariats et maintenant, ces femmes, elles peuvent être aujourd'hui speakeuses sur des grands salons à l'international. Et ça, c'est important parce que ça leur donne une visibilité.
Et donc que une ça confiance en elle aussi. Ah mais complètement, et une confiance en elle là-dessus. Alors c'est un réseau de combien de personnes à peu près? Aujourd'hui, on a plus de 3000 femmes qui nous suivent. C'est magnifique. C'est vraiment un très beau réseau et je suis fière parce que demain soir, on a notre gala, notre 3e gala, avec des femmes exceptionnelles. Bon, on a dû restreindre, hein. Donc on a un gala avec 200 femmes, mais on est d'accord, c'est le seul réseau en France où vous avez 200 femmes qui se regroupent, parce que généralement, c'est souvent des réseaux mixtes, et nous, on a vraiment 200 femmes dans la salle. Et les hommes qui travaillent avec nous, ce sont des hommes qui s'occupent de la logistique avec moi dans la salle, parce que vous savez très bien, il y a toujours des choses à faire. Et donc, ces hommes sont aussi dirigeants, mais ils jouent le jeu en étant complètement dans l'ombre pour cette soirée, ne prennent pas la parole, ne sont pas présents, ni quoi que ce soit. Ils sont vraiment dans la logistique avec moi. Et donc, du coup, dans ce groupe qui est juste exceptionnel, vous avez 200 femmes demain qui vont réseauter, voilà, c'est un réseau où il y a une telle sororité. C'est de l'international également. Et puis, c'est du business. Donc, on est toutes contentes. Alors, justement, vous évoquiez les hommes dans l'ombre. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui aux hommes pour qu'ils puissent laisser la place aux femmes dans les boards, aider aussi pour tout ce qui va être COMEX, tout simplement pour essayer de les rendre partenaires de cette bataille vers l'équité? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils n'aient plus peur que l'égalité signifie pour eux une façon d'être écartés du pouvoir? On entend souvent l'expression gender fatigue, hein, qui est une expression anglaise, mais qui n'en est pas une, parce que si vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, vous leur parlez de gender fatigue, ils vous regardent en vous disant mais c'est quoi? D'accord? Donc c'est vraiment une expression française qui a été anglicisée, hein, pour montrer la fatigue qu'il y a après le hashtag MeToo, la peur aussi des hommes vis-à-vis de cette parole de femmes qui les met en cause. Qu'est-ce qu'on peut dire, Siam? Moi, déjà, je dirais, on n'est pas dans un combat homme-femme. Vraiment, pour le coup, il faut vraiment se détendre. C'est vraiment, on est là tous ensemble et on est là pour travailler tous ensemble et on est dans un écosystème dans lequel on a besoin l'un et de l'autre. Donc, on ne peut pas faire sans l'un ni sans l'autre. Et donc, il y a des hommes qui ont encore des difficultés, peut-être. Peut-être il y a aussi des femmes qui ont aussi certaines difficultés. Ce que j'ai à dire, c'est que les femmes ne doivent pas attendre qu'on leur ouvre les portes des boards. Elles doivent se positionner avec confiance et détermination. Quant aux hommes, eux, doivent être des alliés dans cette démarche. Et ensemble, nous avons tous à gagner d'un leadership inclusif et diversifié au sein des conseils d'administration, car au final, une gouvernance équilibrée, c'est une gouvernance qui performe mieux pour tous. Ça, c'est vraiment très beau. Mais est-ce que vous avez déjà expérimenté un client, homme, on imagine à votre début, hein, on revient en 2021, d'accord, qui vous aurait dit simplement qu'une femme n'a rien à faire dans la tech, ou alors que le positionnement que vous aviez est un petit peu trop ambitieux par rapport à des gros cabinets qui seraient dirigés par des personnes un petit peu plus sérieuses et un peu plus viriles? Est-ce que vous avez déjà eu, peut-être qu'on ne vous l'a pas dit directement, mais vous l'avez su après? Et comment vous avez réagi? Oui, enfin, on me l'a déjà dit, on me l'a souvent dit, on m'a même dit que j'étais même trop jeune pour ces postes à responsabilité aussi. Je dirais tout simplement que... Vous avez réagi comment sur le coup? Parce que ça va être aussi, on parle de rôle modèle, mais là, vous allez vraiment inspirer plusieurs femmes. Quand on vous a dit mademoiselle, peut-être qu'on a dit même mademoiselle, vous êtes un peu trop jeune pour ces postes à responsabilité, et puis en tant que femme, peut-être que la tech n'est pas votre première préoccupation. Vous avez répondu quoi? Je dirais que dans un premier temps, j'ai fait un travail sur moi de passer du salarié à l'entrepreneuse que je suis. J'ai les compétences, j'ai les skills, enfin j'ai tous les soft skills qu'il faut pour répondre à ce type d'exigences attendues par mon entreprise et aux exigences attendues par mes fournisseurs ou mes clients, qui font qu'aujourd'hui, j'ai une telle confiance en moi que quand un homme me dit ça, eh bien, il doit déjà confronter mon regard. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour les femmes. C'est qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir confiance en soi. Et il faut avancer sur... Bien évidemment, j'ai plein de choses sur lesquelles j'ai des choses à améliorer, etc. Dans mon business, dans mes compétences, etc. Mais pourquoi j'aurais pas cette place-là, moi? Particulièrement moi. Parce que je suis une femme. J'ai dirigé tellement d'équipes dans ma vie. Pourquoi aujourd'hui, dirigeante, je pourrais pas le faire? Qu'est-ce qui change de mes anciens postes quand j'étais salariée?
Aucun finalement, parce que j'avais la pression, et d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui je l'ai moins l'impression que quand j'étais salariée d'ailleurs, mais du coup ce qu'il faut savoir, c'est que je dirais tout simplement, soyez fiers de vos compétences, mettez-les en avant et ne laissez personne remettre en question votre légitimité. Ça, c'est très beau. Je veux revenir sur ce que vous dites sur le regard. Vous êtes d'accord que la confiance en soi, c'est quelque chose au niveau de la femme qui doit être perçu d'un point de vue presque non-verbal, d'un point de vue de posture. Est-ce que ça, vous l'avez travaillé? Vous avez fait du média training, vous parliez de coaching, mais est-ce que vous avez aussi travaillé sur votre image? J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. On y revient. Qui fait que je crois que cette prise de parole que j'ai aujourd'hui et l'audace que j'ai, je savais pas du tout ça quand j'étais jeune, hein, on est d'accord. Donc j'osais même pas. Enfin voilà, j'ai fait du théâtre, je me suis mis sur scène, j'ai risqué, j'ai rigolé, j'ai pleuré sur scène, mais j'aurais jamais imaginé que mes cours de théâtre aujourd'hui puissent me servir aujourd'hui. Et donc du coup, moi je pousse ma fille à aller au théâtre et à tous les jeunes de leur dire osez, même si vous n'allez pas comprendre, mais vous verrez que ça va vous aider pour plus tard. Parce que quand je me retrouve devant 1000 personnes devant moi et que je dois pitcher, je dois prendre une keynote ou je dois expliquer quelque chose, je maîtrise ma copie. Je sais ce que je dis. Donc, vous savez, ce qui est difficile quand on est une femme et qu'on prend la parole, et vous pouvez le constater par vous-même juste en regardant tous les speakers, les keynotes, etc. Quand vous êtes une femme et vous prenez la parole, quand il y a un homme qui prend la parole, il a quelques questions. Il peut avoir une assemblée de 1000 personnes, il a quelques questions. Quand une femme prend la parole, elle a au moins une dizaine de questions. J'ai jamais rien compris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert à rien de nous poser autant de questions. Si on est sur scène, on maîtrise notre copie. Aucune femme ne va prendre la parole et elle ne maîtrisera pas sa copie. On sait très bien que si une femme monte et qu'elle prend cette parole, c'est qu'elle a confiance en elle et qu'elle a maîtrisé le sujet sur lequel elle va pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Donc c'est toujours difficile. Moi, je trouve ça toujours difficile d'aller pousser les femmes à prendre la parole et puis qu'après, elles ont un flot de questions. Ne vous inquiétez pas, messieurs, on va répondre. C'est ce que je dis à tout le monde. Donc, il faut avancer et vraiment avoir confiance en soi. Eh bien, on arrive déjà à la fin de ce podcast. J'aurais beaucoup aimé vous poser une dernière question. Aujourd'hui, quels sont les conseils, peut-être 2-3 conseils que vous aimeriez donner aux femmes qui veulent intégrer des conseils d'administration, des boards? Un conseil, croyez en votre potentiel et sortez vraiment de votre zone de confort parce que la magie, c'est là où elle s'opère le plus. Je dirais ça. Sur la partie administration, il y a 2 choses, il y a 2 écoles. Il y a des femmes qui vont aller prendre le diplôme pour être administratrice, etc. D'autres non. Il y a 2 écoles, elles se valent toutes les 2. Moi, j'ai pas de sujet là-dessus. Je dirais surtout qu'il faut avoir confiance en soi parce que quand vous êtes dirigeante et quand vous avez été, vous avez dirigé ou vous avez été directrice dans différents postes, en fait, les boards, on a besoin de votre savoir parce qu'il est toujours différent d'une personne à l'autre et on a besoin justement d'avoir ces inputs de votre côté. Donc, je dirais vraiment qu'il est important de prendre sa place parce que dans ces boards-là, il y a peu de présence féminine, on a beaucoup encore de présence masculine. Il y a peut-être une question sur la partie board, c'est justement les personnes qui sont payantes ou pas payantes. Moi, je sais que quand j'ai commencé sur la partie board pour aider des entreprises, j'ai commencé en non payante et ça m'a appris en fait des autres confrères qui étaient autour de la table pour savoir un peu comment ça se positionnait. Après, votre nom vient naturellement. Il y a d'autres femmes qui se sont positionnées tout de suite dans un statut d'administrateur, dans un board payante. Donc, je dirais aussi qu'il y a 2 écoles, mais moi, c'est vrai que ça m'a permis en tout cas de grandir en étant dans un board et non rémunérée dans un premier temps. On est toujours venu vous chercher dans les boards ou vous avez fait la démarche de demander? La première fois, j'ai fait la démarche parce que je savais. En fait, tout le monde m'a dit, Siam, j'ai besoin de toi et pourquoi tu n'es pas dans un board? Je dis, bon, c'est quoi un board? Ça sert à quoi? Je comprends pas. Et donc, du coup, quand j'ai compris ce que c'était, et j'ai dit, en fait, je sais que j'ai une force aussi à donner à un entrepreneur, une entrepreneuse. Je sais que j'ai quelque chose à apporter dans ce board, donc faisons-le. L'exercice, on m'avait demandé plusieurs fois, mais ça te dit d'aller te former? Donc, j'essayais de regarder auprès de mes confrères, mes consoeurs. Je dois me former, vous pensez? J'ai un truc. Tout le monde m'a dit, mais non, Siam, sérieusement, pas toi, quoi. Tu peux pas te former.
Donc, je ne suis pas partie, mais peut-être que j'irai l'année prochaine, j'en sais rien. Je ne suis pas encore du tout partie, parce que je pense que ça apporte quand même. Il y a aussi un réseau, il y a pas mal de choses aussi dans ces formations qui sont excellentes. Et donc, j'ai fait partie des premiers boards et j'avais envie d'asseoir finalement cette légitimité. Alors, est-ce que c'est encore un positionnement d'hommes, femmes? Peut-être que les hommes sont plus rémunérés. Franchement, je ne connais pas les statistiques, donc j'en sais rien. Mais j'ai voulu me positionner en étant non rémunérée pour savoir ce que c'était un board, comment les autres faisaient dans le board, pour ensuite après être force de proposition par la suite. Et vous avez plusieurs réseaux dans lesquels il faut vous inscrire pour être dans les boards. Très bien, vous avez toujours eu l'impression que votre parole en tant que femme dans les boards était écoutée de la même manière que les autres membres du board? Ah oui. Oui, pour le coup, si on vient vous chercher, c'est qu'on connaît votre légitimité sur le sujet, donc on a besoin de vous et qu'on a besoin de justement votre expertise pour pouvoir aider le dirigeant. Une dernière petite anecdote peut-être d'une remarque qu'on a pu vous faire pendant votre carrière qui vous a fait sourire sur ce côté homme-femme, côté un peu genré du côté dirigeance. Est-ce qu'il y en a une que vous voudriez nous donner ? Je sais pas si je peux la donner. Non, en fait, du coup, c'est vrai que pour le coup, j'ai quand même été dans un monde masculin. Mm-hmm. Alors, vous n'avez pas à nous dire des noms, vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'en ai eu des remarques. Moi, la chose que je veux dire, c'est que j'ai eu énormément de remarques dans ma carrière professionnelle pour qu'est-ce que ça soit harcèlement sexuel, harcèlement moral, pression au boulot, etc. Ce que je veux dire à toutes ces femmes-là, c'est que je vous assure que c'est... d'avoir ces postes à responsabilité. Et je sais que beaucoup de femmes ne prennent pas ces postes à responsabilité parce qu'elles ont peur de la pression, qu'elles ont peur de ne pas être légitimes, etc. Mais je vous assure que c'est des postes dans lesquels vous n'allez rien risquer parce que c'est l'évolution classique de votre carrière professionnelle. Et j'ai pas forcément des choses parce que j'en ai tellement des exemples que j'en ai pas un forcément. C'est terrible ce que vous êtes en train de nous dire quand même. Je sais que c'est dur, je sais, mais disons que j'ai un caractère qui fait que je vais vous dire un truc. Ma mère m'a toujours dit, un jour tu pleures, un jour tu ris, et c'est comme ça la vie. Et j'ai l'impression que, vous savez, quand hier c'était dur, aujourd'hui c'est génial, quoi. Je m'éclate aujourd'hui. Et je pense plus à ce qui s'est passé hier. Donc même si vous avez des remarques déplaçantes, alors bien déplacées, bien évidemment, il y a tout un processus RH, etc., etc. Mais la remarque, elle a quand même été là et elle vous a quand même blessé. Passez à autre chose. En fait, c'est ces remarques-là, désobligeantes et blessantes dans votre carrière professionnelle, qui vont faire de vous la femme excellente et exceptionnelle que vous allez devenir. Même si c'est dur. Siam, merci d'avoir été avec nous pour ce podcast Women on Board. On garde en tête votre très très beau travail, notamment avec Women of Influence, et on vous souhaite bon courage pour tous les succès que vous aurez et que vous méritez. Merci infiniment, merci de m'avoir accueilli. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbafrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.